Madame et Messieurs de la presse nationale, je voudrais vous remercier d'avoir répondu par votre présence à notre invitation pour ce point de presse que la Fédération va faire ce matin. Donc, à ma droite, vous avez l'honorable Ndombe, qui est le premier vice-président de la Fédération. À ma gauche, M. Alima Bruno, deuxième vice-président, et M. Hippolyte Mayer, qui est troisième vice-président. Comme vous avez pu le constater, nous avons eu à faire une réunion du comité exécutif précédant ce point de presse. Ça sera très bref, et puis si vous avez des questions à poser, on se fera le plaisir de vous répondre. C'est une occasion que nous aurons certainement à renouveler, parce que c'est vrai, avec certains organes, nous avons l'habitude de les recevoir et de répondre à leurs préoccupations, aux questions. Mais là, nous allons peut-être trimestriellement nous retrouver pour faire le point un peu sur les activités de la Fédération. Et aujourd'hui, nous sommes le 31 août. Comme vous le savez tous, nous avons une nouvelle compétition dans laquelle la République centrafricaine est engagée. Il s'agit des éliminatoires de la CAN 2025 qui devra se dérouler au Maroc pour la phase finale. Notre pays est dans une poule de 4, le Maroc étant déjà qualifié d'office. Donc il reste une place à disputer entre 3 nations, la République centrafricaine, notre pays, le Gabon et le Lesotho. Nous aurons à jouer 2 matchs au courant du mois de septembre. La première rencontre, ça sera contre le Lesotho le 5 à Al Jadida au Maroc, et la deuxième rencontre le 10 septembre à Franceville au Gabon. La Fédération centrafricaine est déterminée à ce que son équipe puisse aller à la phase finale de cette CAN 2025 au Maroc, parce que c'est l'attente de notre peuple depuis les indépendances, depuis nos premières participations aux éliminatoires de la CAN. Nous avons été très près d'y arriver. Il vous souviendra le match contre le Burkina où on a perdu la qualification dans les arrêts de jeu. Le match à domicile qu'on a joué contre la Mauritanie ici, une victoire nous qualifiée. Et plus récemment, on a joué face à l'Angola et on a terminé au Ghana. Donc, sur les 2 derniers matchs, si on avait eu une victoire, on serait qualifié. Donc, ces épisodes-là sont derrière nous. Nous avons une nouvelle échéance qui est Maroc 2025. La Fédération centrafricaine de football a mis les bouchées doubles pour avoir une équipe solide qui devra être représentative et puis nous permettre d'atteindre cet objectif qui est l'objectif du peuple centrafricain, l'objectif de la nation. Le sélectionneur national a communiqué la liste des 23 joueurs retenus. Je pense que nous n'avons jamais eu une équipe aussi solide que celle-là. Avec la présence de notre capitaine, Geoffrey Kondogbia, le retour en sélection de Koyalipou, qui avait demandé du temps pour gérer un peu sa carrière. Donc il n'était pas là les 3-4 derniers matchs. Donc il est de retour dans l'effectif. Et nous avons eu un renfort
en défense centrale, en la personne de Hugo Gambor qui vient pour la première fois. Et dans l'entretemps, beaucoup de joueurs ont changé de club. Et aujourd'hui, ils sont plus que jamais motivés à relever le défi pour cette première participation à la Coupe d'Afrique des Nations de notre pays. Le regroupement se fait à partir de demain. Je pense que les 2 ou 3 joueurs vont arriver déjà ce soir au Maroc. Et le gros de la troupe commencera à converger demain. Comme vous le savez, il y en a qui jouent le samedi, d'autres qui jouent le dimanche. Et ceux qui jouent dimanche, il y en a qui vont attraper le vol dans la nuit. Et sinon, les tout derniers vont arriver le 2. Donc, on aura notre équipe au complet, nous l'espérons, parce que, vous savez, je touche du doigt. Quand nous avons des échéances de l'équipe nationale et qu'il y a les derniers matchs, parfois, il peut y avoir des blessures, ce que nous ne souhaitons pas. Nous souhaitons vraiment que notre équipe arrive, je dirais, dans sa totalité et en bonne forme pour nous permettre d'affronter ces 2 échéances. Nous avons des adversaires directs on va rencontrer mon premier match, un adversaire direct, le Lesotho, qui a un bon football. Donc ça, c'est les techniciens qui pourraient rentrer dans les détails pour vous en parler. Mais moi, je note que le Lesotho, c'est un adversaire à ne pas prendre à la légère. Et ensuite, le Gabon, qui nous recevra à domicile. Et ça aussi, c'est un avantage certain que le Gabon aura de jouer à domicile à Franceville, où ils sont très très difficiles à bouger. Je ne sais pas, je ne me souviens pas quand est-ce que le Gabon a perdu son dernier match à domicile, mais nous sommes là pour justement faire démentir les statistiques, comme on l'a fait au Nigeria et comme on l'a fait en Égypte en son temps, où notre équipe nationale est allée faire en sorte que les pronostics soient déjoués. Donc voilà un peu ce sur quoi je voulais m'entretenir avec vous. C'est vraiment le futur de cette équipe-là, déjà pour la CAN, et on amorcera l'année 2025 à plein pied avec de nouveau les éliminatoires de la Coupe du Monde, mais ça peut-être qu'on en parlera en son temps. Donc voilà un peu, toutes les dispositions déjà au niveau de la fédération sont prises, comme je vous le disais, pour que l'équipe soit dans les meilleures conditions afin d'attaquer ces 2 premières échéances. Donc, je pense que c'est ce que je voulais porter à la connaissance de la presse et à vous de pouvoir relayer ça au niveau de nos fanatiques, de la population, les gens qui suivent les activités des Fauves de football. Je vous remercie. Donc si vous avez des questions, éventuellement on les prendra et ensuite on pourra essayer d'y apporter des réponses. Mais essayez de ne pas revenir sur les questions déjà abordées par des intervenants qui vous ont précédé. Donc, Monsieur Mosiavo, Monsieur Bomba, je vais prendre 4 séries de questions. Ouais. Monsieur Mosiavo, Bomba, Bouténé et la République Centrafrique. On va... Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous remercions pour cette occasion. Je vais directement à la question. Vous venez de nous poser un peu la situation. Toutes les dispositions sont prises au niveau de la Fédération, c'est super. On aimerait savoir aussi, généralement, pour votre déplacement, c'est une équipe nationale de la RDA. Est-ce que toutes les dispositions sont aussi prises au niveau du gouvernement centrafricain? Ok. Une autre question, M. Bomba? Oui, une petite préoccupation.
préoccupation par rapport au coach. Dernièrement, nous avons vu qu'il était question de trouver au coach, au cours centrafricain de football, un nouveau coach. On nous a présenté les candidats en liste. Et à un moment donné, il n'y a plus de réaction. Et aujourd'hui, c'est M. Raoul Savoie qui va partir avec les faux. Alors là, nous sommes en train de négocier. D'accord. Monsieur Boutené. Oui, Monsieur le Président, bonjour. J'ai deux petites préoccupations. La première, c'est de savoir depuis quand la Fédération sud-africaine de football a saisi le gouvernement par rapport à ces échéances pour la Coupe d'Afrique Nation Maroc 2025. Et la deuxième préoccupation, Monsieur le Président, c'est par rapport au match que nous continuons à jouer à l'extérieur. Parce que nous avons constaté ces derniers temps, il y a la réhabilitation du stade de Nicolas. Est-ce qu'avec cette réhabilitation-là, est-ce que la CAF fera de son mieux pour valider l'état de lieu des travaux du stade en question? Parce que nous, en tant que journalistes, nous émettons une réserve par rapport à l'évolution des travaux de ce stade. Je vous remercie. Mes questions sont plus Bien, je vais déjà répondre à ces premières questions. Donc, en ce qui concerne, vous parlez du budget à mettre en place par l'État. Ça rejoint un peu la question de Boutené dans un deuxième temps. Ça, toute première question, depuis quand le dossier est parvenu au gouvernement. Ce n'est pas la première fois que l'équipe nationale joue avec le support, le financement de l'État. Ici, il s'agit bien d'une équipe nationale, c'est l'équipe du pays. Et comme tous les pays, je me limiterai en Afrique, tous les pays d'Afrique, le soutien principal, c'est l'État. Donc, c'est l'équipe de l'État. La fédération est un organe technique. Donc, nous travaillons toujours en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, qui est notre interface au sein du gouvernement. Donc, nous avons déjà depuis l'année dernière, parce que le budget de l'année dernière, pour faire le budget, il a fallu que le ministère demande aux fédérations quelles seraient leurs activités en 2024. Donc, dans un premier temps, on a transmis le budget global des activités de la fédération en ce qui concerne les équipes nationales, pas les autres activités. Et nous avons fait un nouvel exercice en 2024 même, où, vous savez, le budget du ministère, pratiquement, c'est comme si c'est un budget qu'on reconduit d'année en année, un budget très faible. Ce n'est un secret pour personne, notamment pour financer les sorties de toutes les fédérations. Nous avons 23 fédérations dans le pays, y compris peut-être les activités du Comité national olympique, telles que les Jeux olympiques de 2024 et les Jeux paralympiques. Sachez aussi que, par exemple, la sortie du club BSC l'année dernière, le gouvernement a dû intervenir aussi pour apporter un appui à ce club qui a représenté notre pays au niveau de la Basket African League. Donc, c'est un travail qui se fait de manière régulière. Et cette année, le budget, on a constaté très vite que les 500 millions dédiés aux activités sportives étaient faibles. Parce que BSC, c'était au premier trimestre, plus 2 ou 3 autres activités, le budget était épuisé. Donc le gouvernement a recommandé qu'un exercice soit fait avec les fédérations et une immersion budgétaire avec le département des finances pour réajuster justement la ligne en ce qui concerne le ministère de la Jeunesse et des Sports pour permettre à ce que le gouvernement continue de financer les activités sportives représentatives qui font de notre pays. En tout cas, nos sportifs sont nos premiers ambassadeurs.
Cette activité a été menée en avril 2024. Le résultat a été présenté en Conseil des ministres et a été validé, je crois, si ma mémoire est bonne, le 24 mai 2024. Donc, la ligne devrait être portée avec un supplément de crédit d'environ 1,3 milliard pour permettre à ce que, justement, on puisse couvrir toutes les activités du second semestre. C'est ce qui a permis de financer le déplacement des Fauves pour les 2 matchs de la Coupe du Monde contre les Saouds du Tchad et le déplacement au Ghana. Et c'est ce qui devrait permettre à ce que les autres activités, notamment la CAN, puissent être assumées. Donc voilà ce que je peux vous répondre. Sachez que dans le fonctionnement, et c'est la réalité des faits, dans le fonctionnement, il arrive que les décaissements arrivent un peu en décalage par rapport aux événements que nous organisons, parce que vous savez, l'État a beaucoup de priorités et les décaissements peuvent se faire un peu plus tard. Il y a un gestionnaire qui a été désigné par la CCT et qui est en train de suivre le dossier au niveau du département, puisque on sait que le dossier a quitté le département de la jeunesse et des sports et se trouve au niveau du département des finances. Et nous savons que c'est comme ça que ça se fait. Et le décaissement se fera pour pouvoir permettre à ce que toutes les charges soient couvertes. Donc, les joueurs ont reçu leur billet, puisque c'est aussi dans les habitudes. On ne va pas attendre la veille où, si le décaissement est fait aujourd'hui, c'est aujourd'hui que vous courez au niveau des agences de voyage. Vous ne pourrez pas même avoir de la place si vous avez l'argent, puisque il faut réserver les places, de telle sorte que ceux qui sont dans différentes destinations puissent arriver au lieu de la rencontre. Donc voilà pour ce qui concerne le processus de financement des activités de l'équipe, des équipes nationales généralement, et le football ne fait pas exception. Pour ce qui est du coach, c'est une bonne question. Pour le coach, c'est un processus voulu par le gouvernement, puisqu'il s'agit d'un processus d'appel à candidature, puisqu'il s'agit des fonds publics. Donc, on a répondu à la procédure de marché public. L'appel à candidature a été effectué. Le coach Savoie, tout comme d'autres candidats, a postulé. On a eu, je crois, 23 dossiers d'un comité qui avait été mis en place par le département de la jeunesse et des sports et dont faisait partie la Fédération centrafricaine de football. Le ministère des Finances a désigné des représentants, notamment des gens qui étaient aussi de la direction de marché. Et au bout du processus, le dossier de M. Raoul Savoie a été jugé étant la meilleure candidature. Donc, pour continuer à coacher l'équipe nationale. Donc voilà, c'est pourquoi vous avez vu la signature de Savoie sur la convocation ou sur la liste des joueurs qui ont été que vous avez eu, qui a été publié. J'irai plus loin. J'irai plus loin parce que souvent et très naïvement, les gens pensent que on doit absolument changer de coach pour changer de coach. Certaines personnes pensent que on doit changer de coach comme eux-mêmes, peut-être ils peuvent changer de partenaire de vie. Ça ne se passe pas comme ça. Vous savez combien de temps le sélectionneur du Sénégal est resté en place avant que le Sénégal commence à tout gagner? C'est un processus de construction. Une équipe nationale se construit. Vous êtes centrafricain, vous êtes des journalistes sportifs pour certains, et journalistes tout court. Vous devez investiguer pour savoir d'où nous venons. Aujourd'hui, tout le monde apprécie la prestation des fauves. Aujourd'hui, nous avons des nouveaux joueurs
qui ont regagné la tanière des fauves. Mais personne ne se pose la question de savoir comment le joueur Koyalipo est venu en équipe nationale. Comment le joueur Solé est arrivé en équipe nationale. Comment le joueur Hugo Gombor est arrivé en équipe nationale. Comment le joueur Youfegan est arrivé en équipe nationale. Ce ne sont que des exemples, hein. C'est de nombreux binationaux, certains qui n'ont même jamais mis pied en Centrafrique. C'est un travail qui a été fait par un homme. À César, ce qui est à César. Celui qui a construit cette équipe, dont on apprécie les prestations aujourd'hui, c'est M. Raoul Savoie. Quand il est arrivé, on avait quoi? Les Mabidé ont terminé leur carrière, les Foxy qui étaient Voama ont terminé leur carrière, les Enza et Loge ont terminé leur carrière. On a commencé avec une équipe de locaux. On est allé battre le Nigeria à Lagos avec une équipe constituée essentiellement de joueurs évoluant au pays, avec quelques apports que nous avons eus de la diaspora. Donc, c'est un processus pour rebâtir une nouvelle génération de joueurs. Quand vous voyez des jeunes comme, qui montent, comme les Isaac Ngoma, les Amissou, qui sont arrivés, que le public ne connaissait pas. Parfois, je lis sur les réseaux que bon, y a tel joueur qui évolue centrafricain, qui aurait des origines centrafricaines, qui évolue dans tel ou tel championnat. Il faut aller le prendre. Mais vous savez combien de temps il faut? Quel est le processus à mettre en place pour parler aux joueurs, aux managers, aux familles, pour que ces enfants-là puissent accepter de venir en équipe nationale de Centrafrique. Et c'est dommage que, et ça me permettra de revenir sur la question de Bouténé, que ces enfants-là, malheureusement, ne viennent pas ici au pays, pour que vous puissiez leur poser des questions. Pourquoi avez-vous choisi de venir en équipe nationale? Comment vous avez fait pour venir en équipe nationale? Ce même processus, on l'a mis en place au niveau des jeunes. U17, U20. Vous avez pu noter que la République centrafricaine a participé au tournoi de Montaigu. Célèbre tournoi de Montaigu de son 50e anniversaire. C'était la première fois. On l'a fait avec essentiellement des binationaux. Des enfants qui ont grandi là-bas. Ils ont eu leur premier passeport centrafricain grâce à la Fédération centrafricaine de football. Aujourd'hui, ils sont prêts pour certains. Ils grandissent. Vous les verrez bientôt parmi les U20 qui iront dans un tournoi à Brazzaville. Et c'est comme ça qu'on amène les joueurs. On a dit, ben, c'est une stratégie de les prendre beaucoup plus tôt, beaucoup plus jeunes, et de les amener à aimer le drapeau centrafricain. Donc, voilà ce que je peux vous dire à ce niveau. Donc, le coach Savoie, pour moi qui suis président de la Fédération centrafricaine de football, il a atteint ses objectifs lors de son premier mandat, qui est un mandat de reconstruction. Maintenant, nous entrons dans un mandat d'objectifs. Le premier objectif, c'est la qualification de la République centrafricaine à la CAN 2025. Et avec l'autorité du ministre de la Jeunesse et du Sport, ceci est mentionné dans son contrat. C'est un objectif. Pour ce qui concerne la réhabilitation du complexe de 20 000 places, vous êtes les journalistes, vous avez les mêmes yeux que moi pour constater l'évolution des travaux. Il faut dire que entre l'état de ce complexe d'avant
et celui d'aujourd'hui, il y a eu des progrès. Si vous rentrez dans les vestiaires sont désormais aux normes. Les toilettes telles que la CAF a demandé à ce que ça soit fait, c'est fait ainsi. Les bureaux des commissaires, c'est aménagé. Les bureaux des arbitres, c'est aménagé. Les espaces pour contrôler tout ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur du stade, ça a été mis en place. Vous avez vu que l'espace où les équipes doivent entrer, c'est sécurisé. Tout ça avec peu de moyens. Je pense que nous attendons l'arrivée des sièges au niveau de Bangui pour que l'entreprise commence à poser les sièges. Je dis toujours à César ce qui est à César. Avec peu de moyens, le ministre de la Jeunesse et des Sports vraiment a mis beaucoup de volonté. Beaucoup de volonté, il faut le lui reconnaître parce que ce stade-là avait été suspendu depuis 2020. Si on avait eu la même volonté depuis l'époque de ses prédécesseurs, certainement qu'on aurait terminé, on jouerait ici au pays. La Fédération centrafricaine de football avait estimé, quand on avait vu le budget du ministère, que la ligne pour la réhabilitation qui était inscrite au budget 2024, 250 millions, était faible. Nous, on l'a dit. Avec l'accord du ministre sortant, on avait commis l'expertise d'un architecte qui avait évalué les travaux à environ 1,4 milliard. Nous avons pris notre bâton de pèlerin, nous avons rencontré le Premier ministre, nous avons rencontré le très honorable président de l'Assemblée nationale pour faire un plaidoyer, pour dire que le montant de 250 millions ne peut pas permettre de réhabiliter ce complexe-là. Le montant réel, c'est environ 1,4 milliard. Et chose bizarre, le directeur général de l'ONASPORT avait aussi une évaluation faite qui était, je pense, de 1,6 milliard. Donc, aujourd'hui, les travaux qui sont faits, il va rester des choses. Il faut qu'on puisse savoir que si on veut jouer, que notre équipe nationale joue ici, il faut un apport supplémentaire d'environ 1 milliard. Certaines nations ont mis beaucoup de moyens pour la réhabilitation de leur stade. Mais les travaux n'ont pas été validés après les inspections organisées par la CAF. Ça, je préfère qu'on attire l'attention des uns et des autres pour que, parce que les étapes sont regardées avec vraiment beaucoup de minutie. Aujourd'hui, l'aire de jeu on a refait l'aire de jeu, mais l'aire de jeu n'est pas en état. Il y a des travaux qui sont en cours. Mais les normes sont élevées. Donc, nous en appelons à ce qu'on puisse augmenter les moyens mis à la disposition du département de la jeunesse et des sports afin que ces travaux soient réalisés dans les règles de l'art pour que quand l'inspection viendra, qu'on puisse valider cela et puis faire en sorte que nous puissions rejouer à la maison. Je ferai une discrétion. En marge des Jeux Olympiques Paris 2024, qui a vu la participation de notre chef d'État, le professeur Faustin Archange Touadéra. La FIFA l'a invité au siège parisien et je crois qu'il y a eu des échanges très fructueux pour notre pays. C'est ainsi que, certainement dans les prochaines semaines, une équipe de la FIFA viendra pour évaluer ici les travaux restants à réaliser.
parce que le chef d'État a sollicité l'appui de la FIFA pour la réhabilitation de ce complexe. J'ai vu comme vous, puisque vous êtes des journalistes, vous êtes même mieux informés que moi, qu'il y a une équipe chinoise, d'experts chinois qui sont venus, qui ont rencontré le département, qui ont visité le complexe et qui ont promis de revenir pour, en tout cas, faire un travail pour revenir ici, parce que le stade n'est pas que pour le football, hein. Il y a l'athlétisme, il y a d'autres activités sportives qui s'y déroulent. Donc, l'expertise chinoise aussi est en œuvre pour que, dans le cadre de cette réhabilitation, que la réhabilitation puisse être totale. Donc, voilà en gros ce que je peux vous dire à ce niveau sur le panel de ceux qui ont posé les premières questions. Donc, on va passer à une nouvelle série. Johnny. Non, c'est Ndekeluka. Oui, D'accord. Télé Centrafrique Bissau. Bon, on va commencer par NDL. RNL. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je pense que vous avez déjà répondu partiellement à une partie de ma question. Déjà, c'est sur les binationaux. Il y a déjà 2 binationaux que les projecteurs sont le plus marqués sur les. Il s'agit de M. Soulé, de Salzbourg, dans son frère déjà en équipe nationale, et Gouna Luka droite. Déjà, à ce niveau, quel est le niveau de la discussion que la Fédération entreprend toujours pour que ces jeunes puissent prévenir dans la carrière de foot? Alors, ma deuxième question, c'est sur les infrastructures sportives, plus particulièrement par le football. Ici, dans notre pays, on a déjà ce problème d'infrastructure et le problème de maintenance. Mais la dernière fois, lorsque je me souviens qu'un pays était décidé, la FIFA avait dit que celui qui pourrait baptiser un stade dans son pays, au nom de cette région de football, pouvait bénéficier aussi des atouts pour avoir un stade, bien que les critères ne sont pas certains. Il y a les critères derrière tout et tout. Est-ce que cette promesse qui a été faite par la FIFA concernait aussi la République centrafricaine? Est-ce que la République centrafricaine avait aussi mis ça dans sa ligne de niveau, peut-être avoir un autre stade plus complexe sportif? Merci. D'accord. Monsieur Bissau. Monsieur le Président, j'ai trois préoccupations, ça tourne autour de 3 points. Vous savez autant plus que moi que la question de la préparation de l'équipe nationale se pose avec acuité. Et c'est même des raisons fondamentales pour lesquelles l'équipe nationale, une fois engagée aux échéances internationales, s'est confrontée à plusieurs échecs. Alors, est-ce que la Fédération, avec tous ces ratages que nous avons eu pendant les matchs de septembre, caractérisés par, je parle de la préparation, caractérisés par les matchs amicaux qui ne sont pas discutés, pour évaluer les forces et les faiblesses de l'équipe nationale, qu'est-ce qui bloque à ce niveau-là? On voit dans le pays, c'est qui commande. Il y a les matchs amicaux qui sont discutés pour évaluer les forces et les faiblesses de l'équipe nationale. Tel n'est pas le cas de la République. Il ne fallait pas corriger ces éléments avant d'aller, parce qu'ils n'auront pas leur aventure, comment le faire avec Secondo, cette préparation également caractérisée par l'absence de stage bloqué. Donc on voit un peu partout, quand l'équipe nationale est engagée, c'est une phase de la nation. Et quand l'équipe nationale est engagée, c'est la propriété de l'État. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas, je ne dis pas qu'on ne peut pas faire tout comme les autres équipes qui ont plus de moyens que nous, mais non, on doit avoir un stage bloqué pour permettre aux joueurs de se familiariser, qui est à prendre à 2 jours, 2 semaines près pour faire un mouvement pour aller en aventure. C'est ça la première préoccupation. La seconde préoccupation. Troisième, en fait. On n'a pas dit seconde. Non, c'est une question d'impréparation. Vas-y. Voilà, la dernière question. Vous avez un service de marketing. Quand on parle d'équipe nationale, on se rend compte toujours que c'est l'État qui est et demeure le principal pourvoyeur du financement de l'équipe de nationale, alors qu'il y a des forces qui sont à la place.
qui est fait le service de marketing au niveau de la fédération, pour ne pas convoquer une table ronde. On aurait aimé qu'au cours de ces séances-là, on voit des entreprises Orange. L'équipe de Côte d'Ivoire était venue jouer ici. Les équipements, c'était Orange de la tête jusqu'aux orteils. Pourquoi est-ce que Orange, chez nous, ça ne se fait pas? Le sponsoring, quel est le blocage? Voilà. Merci. Merci, Monsieur le Président. Oui. En suivant l'évolution de vos explications, vous savez, il y a un problème de financement. Quand vous avez parlé de l'équipe nationale, dont la responsabilité première revient à l'État, cela nous amène à nous interroger aussi sur les structures qui sont mises en place et qui sont capables de financer par l'instance sportive internationale. Je parle de FIFA et autres. Et vous voulez savoir quel type de relation, de rapport existe entre votre fédération ou bien les différentes fédérations avec le Sénégal. Voilà. Une dernière intervention. Oui, Hirondelle. Merci, Président. C'est juste par rapport. Vous avez parlé tout à l'heure que par rapport au budget, il y a un problème. Mais comment la fédération compte faire pour combler ce vide? Vous avez le problème budgétaire. Vous avez émis le budget, vous avez soumis ça au gouvernement, mais il y a un problème. Le pouvoir combler ça pour la fédération. D'accord. Ndekelouk a parlé de l'arrivée de nouveaux binationaux. Il a cité Gourna et l'aîné Solé. Le travail continue. C'est un travail permanent. Je vous ai dit ici qu'il n'est pas facile de faire venir ces jeunes-là en Centrafrique. Je vais vous donner l'exemple de Solé. Solé, le père centrafricain, le mère ivoirienne. Là où nous sommes, la Côte d'Ivoire démarche le joueur Solé. Puisqu'il a la possibilité de prendre la nationalité ivoirienne et de jouer pour la Côte d'Ivoire. Si vous suivez la page de la Fédé, vous avez vu que ici on a reçu le père, on a échangé. Donc nous continuons le travail. Mais sachez que entre la Côte d'Ivoire et la République centrafricaine, si c'est argument financier, c'est la Côte d'Ivoire qui va l'emporter. Mais nous travaillons à toucher la fibre patriotique, le sang paternel. Le petit frère est là et je pense que le petit frère peut témoigner ce que sa présence au sein de l'équipe nationale a pu changer dans sa carrière, dans sa vie. Le joueur Gourna, c'est pareil. Nous sommes en contact avec la famille. C'est des jeunes. Notamment Gourna, c'est des jeunes. Et souvent, ils attendent comme première option l'équipe de France. Vous voyez comment évoluent les équipes de France. Et nous devons être parfois patients. Continuer à travailler, à montrer notre intérêt à ce que ces jeunes-là viennent en Centrafrique plutôt que d'attendre l'équipe de France. Et il n'y a rien de tel pour attirer un joueur que cette équipe-là puisse faire les meilleures prestations. Cette équipe-là puisse aller dans les grandes compétitions. Ça peut paraître paradoxal parce que pour que tu puisses venir, il faut que l'équipe gagne. Alors que si tu venais, l'équipe aurait plus de chances de gagner. Mais c'est comme ça. Donc, ces jeunes-là, je peux vous dire, tôt ou tard, ils vont arriver. Nous y travaillons. Pas seulement sur ceux-là, sur d'autres à qui parfois nous arrivons près de but et puis il faut attendre, etc.
Donc, l'équipe centrafricaine sera de plus en plus solide. L'équipe centrafricaine sera de plus en plus solide, de plus en plus forte, et les coachs n'auront que l'embarras du choix. En ce qui concerne les infrastructures, vous avez parlé d'un projet FIFA. Si nous, on a commencé à travailler sur les infrastructures il y a longtemps. Sur la construction des centres techniques, vous avez le centre technique de Bangouma qu'on a réhabilité et qu'on a finalisé. Nous avons le centre technique féminin à Liton qui est en cours de construction. 2025, ça sera inauguré. Et le président de la FIFA a fait la promesse au chef de l'État que lui-même il sera là pour l'inauguration du centre technique féminin de Liton. Depuis 2020-2021, la FIFA et la CAF travaillent sur un projet pour pouvoir doter chaque fédération d'un stade. Dans presque tous les pays, y compris les pays les plus nantis, les fédérations n'ont pas de stade en leur nom. Les stades sont construits par les nations, par les États. En France, le Vélodrome appartient à la mairie de Marseille. Donc, si nous travaillons avec la FIFA et la CAF à la construction justement de ce stade qui sera la propriété de la fédération. Et ça, en coopération avec l'État. En 2021, 18 février exactement 2021, le président de la FIFA était venu à Bangui. Malgré ce qu'on lui disait, qu'il y avait insécurité, machin, il a dit, partout où il y a le football, ça réclame ma présence. Il est venu, il est reparti. Et quand il est revenu, quand il est arrivé ici, le chef de l'État lui avait fait des promesses pour donner à la Fédération centrafricaine de football des terrains. C'est la réalisation de cette promesse du chef de l'État qui a conduit déjà à là où nous sommes en train de construire le centre technique à Liton. Le deuxième point concerne justement ce projet de stade. L'État nous a déjà réservé 10 hectares dans la zone de l'Andiamboko. Et le titre foncier est disponible. Le ministre Rebois nous avait remis ce titre foncier. Et son successeur, le ministre Donen, a fait la demande auprès de son collègue des finances afin qu'il y ait transfert de propriété en faveur de la Fédération centrafricaine de football. Malheureusement, ce dossier qui est rentré depuis pratiquement 2 mois dans le bureau du ministre des Finances n'est pas encore sorti. Donc nous attendons que ce dossier sorte et transmis à la direction des domaines pour que les formalités de transfert puissent être effectuées. Nous avons fait une réunion avec le secrétaire général de la CAF. La RCA va être pays pilote dans le cadre de ce projet et que les fonds sont déjà disponibles. Nous allons travailler sur les modalités de mise en œuvre. Il y aura certainement un appel d'offres internationales. Nous, on offre le terrain. La CAF et la FIFA viendront avec les entreprises pour construire ce stade-là, clé en main, que peut-être d'ici 2026-2027, nous puissions avoir un second stade à côté du stade 20 000 places. Donc, qui ne s'appellera peut-être pas Stade Pelé. Donc, voilà pour la question des infrastructures. Et je vais
aller sur les préoccupations de M. Bissayo de la télé nationale, qui parlait des matchs amicaux. Oui. Qui parlait de stages bloqués. Et ensuite, qui a parlé de l'intervention peut-être des sociétés de la place qui pourraient venir en appui de ce que nous faisons ici en le financement des activités de la Fédération centrafricaine de football. En ce qui concerne le football, je pense qu'on ne peut pas parler d'impréparation. Vous avez parlé de matchs amicaux. Il vous souviendra que nous étions au Sri Lanka. C'était des matchs amicaux où on a joué contre le Bhoutan et contre la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Faire les matchs amicaux demande à ce qu'il puisse y avoir des budgets, n'est-ce pas? Et si vous n'avez pas de budget, vous ne pouvez pas faire des matchs amicaux. Le stage, les matchs amicaux que nous avons eu à jouer au Bhoutan dans les FIFA Series, c'était avec l'appui de la FIFA, qui s'est occupé du transport, en tout cas de toute la logistique. Mais nous avons, en 2024, joué les matchs amicaux aux dates qui étaient disponibles. Parce que une équipe nationale, ce n'est pas comme un club. Hein. Une équipe nationale, il y a des dates où elle peut organiser des rencontres. Ces dates-là sont fixées, on appelle ça les dates FIFA. Au mois de mars, au mois de juin, septembre, octobre, novembre. En dehors de ça, tu n'as pas d'autres dates. Et les joueurs que nous appelons en équipe nationale sont des joueurs qui appartiennent à des clubs, pour la plupart des professionnels. Et tu ne peux pas les inviter à venir 10 jours ou 20 jours avant ces dates-là, puisqu'ils jouent en club. Ce week-end, vous allez les voir, ils sont en train de jouer avec leurs différents clubs. C'est comme ça que ça fonctionne et j'espère que cette question-là vous permettra de comprendre que les stages bloqués ne sont possibles que pendant les dates. Toutes les équipes, vous avez vu par exemple la convocation de l'équipe de France ou de n'importe quelle équipe, les équipes se retrouvent comme nous le faisons. Il n'y a pas possibilité d'être en dehors de ça. Et là aujourd'hui, vous parlez de ce qui se passe par exemple en Côte d'Ivoire, de ce qui se passe au Cameroun, de ce qui se passe dans d'autres pays. Oui, comparaison n'est pas forcément raison. Le tissu économique au Cameroun n'est pas le tissu économique en Centrafrique. Le tissu économique en Côte d'Ivoire n'est pas le tissu économique en Centrafrique. Vous qui êtes les journalistes, vous devez sensibiliser les Centrafricains de manière générale. Parce que nous avons une culture de destruction ici. Nous avions combien d'entreprises en Centrafrique? On a tout détruit. Ce n'est pas les étrangers qui sont venus détruire, hein? C'est nous-mêmes. Et quand nous détruisons les entreprises, mais c'est l'économie du pays que nous découpons en morceaux. L'entreprise qui finance, je dirais, le sport, qui vient financer le sport, doit gagner de l'argent. Vous savez combien, dans une ancienne vie, je travaillais dans une banque qui a développé un réseau d'agences. On a tout pillé, on a tout détruit. Et aujourd'hui, on se plaint. Vous étiez peut-être jeune. Quand vous alliez vers Pétévo, là où il y avait la maison de Bokassa, tout le long du fleuve, là où on a les
à Kolongo. Plus de 200 entreprises, en peu de temps, on a tout mis à terre. Avec ce comportement, justement, après, nous nous retrouvons dans un... C'est ça. Et vraiment, je vous invite, parce qu'il s'agit de la télé, parce que c'est ce que les gens voient qu'ils croient. Vous devez aller montrer les vestiges de ce que nous-mêmes on a détruit. Vous avez les caméras, vous avez la télé. Montrez aux gens ce qu'on a fait de mal et qu'on ne doit plus refaire. Donc, les gens ne viendront que si les autres paramètres, bon, ça je ne vais pas développer ça ici. Hirondelle parlait des relations avec Senoska. Libre opinion. Ah, libre opinion. Le comité national olympique est l'émanation des fédérations. C'est nous qui mettons en place un comité qui est en relation avec le machin et qui a d'autres missions que les fédérations elles-mêmes. Donc, le comité national olympique organise des formations, peut aller chercher des appuis pour certaines fédérations, et en relation avec le comité international olympique pour le cadre, par exemple, des Jeux olympiques et paralympiques que nous venons de vivre. Mais je crois que je n'ai pas bien compris le sens de la question, mais ce n'est pas le comité olympique qui va financer les activités des fédérations. Les fédérations ont des filiations avec des fédérations internationales. Et chaque fédération devra travailler dans le cadre